Ouais. La conférence en vrai de Marie-France finissait par « Considérant l'énergie qui fut la sienne, énergie mise presque toujours au service de causes nobles, on pourrait dire d'elle ce que disait Colette, renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. » Ça, c'est ma devise. Moi, j'ai été très touchée, je voulais vous lire quelque chose qui concernait le ressenti de Séverine quant à l'anniversaire de la mort de Jules Vallès. Laissez-moi, vous ne savez pas, vous autres, tout ce qu'il était pour moi. C'était mon père, c'était mon enfant. Oui, cher père, ceux qui chuchotaient en nous voyant passer, ceux que cela faisait sourire de voir mes 20 printemps si près toujours de ces 50 automnes, ceux-là ne savent pas combien leurs ironies ou leurs sous-entendus pesaient peu devant ma suprême indifférence, ni surtout devant les joies profondes du rôle que j'avais accepté auprès de lui. Certes, oui, mon père, et pourtant combien plus juste fut le second mot, mon enfant. Et cependant, ces gens n'ont connu que le Vallès, vivant et tapageur, énergique et bruyant, dont la voix emplissait les salles, dont le rire ébranlait les vitres, dont la poigne était si brutale et la poignée de main si chaleureuse. Je l'ai connu peu, ce Vallès-là. Mon Vallès à moi, c'est celui pour lequel j'ai lutté avec la maladie pendant 3 douloureuses années. C'est celui pour lequel je me suis coltée avec la mort pendant 6 effroyables semaines. Dans sa vie presque heureuse et sauvagement libre de vieux réfractaires, je n'étais qu'une joie, une paillette de luxe, une coquetterie de plébéien dont le talent a enrôlé une mondaine et qui promène sa recrue à travers les faubourgs. J'en souriais parfois, tant son ostentation était naïve, tant il luisait de gaieté dans son regard devant l'étonnement scandalisé des bourgeois criant « au vol ». Seulement, je sentais bien aussi que je lui étais peu de choses, que sa vieillesse vagabonde m'échappait, que cette collaboration littéraire même, le fort lien entre nous, qui était faite pour ma part de tant de reconnaissance, n'était de la sienne qu'une pure condescendance de maître à apprenti. J'étais le superflu de sa vie, rien de plus. Mais après, quand la maladie l'a jeté bas, quand elle s'est acharnée sur lui, comme ces vautours chauves qui suivent les batailles et achèvent les blessés, quand de la serre et du bec, elle lui a enlevé la chair, rongé les poumons, quand il n'est plus resté de l'Hercule de jadis qu'une sorte de fantôme, amaigri comme un squelette, faible comme un enfant, alors, oh alors, j'ai été la nécessité de sa vie. Je le dis avec orgueil, sa vie même. Dans sa face de vieux Christ dont la peau plaquée effroyablement avait des transparences de cire, flambaient ses yeux chauds qui me suivaient à travers la chambre, pleins de tendresse et de douleur. Moi, je trouvais la force de rire, de l'égayer, de le distraire, et tout en bourrant ses oreillers de lui parler du printemps voisin, de la convalescence prochaine, du bon soleil, de l'herbe verte qu'on irait chercher loin, loin, loin. Et tandis que son visage s'emplissait de clarté, il se blottissait dans mes bras, presque avec frayeur, et je sentais rôder autour de nous celle qu'on n'évite pas, la mort implacable qui guettait l'instant où je dénouerais l'étreinte pour me le voler. Mon enfant, je ne m'en dédis point. Il ne pesait pas plus qu'un enfant quand je portais de lit en lit son pauvre corps décharné. Il m'appelait comme un enfant, le jour, la nuit, à toute minute, pour l'unique plaisir de me voir penché sur lui, de me sentir là. Et je l'ai enseveli moi-même, comme les mères courageuses cousent dans le linceul celui qui fut la chair de leur chair. Si je dis tout cela, ce n'est point, je le jure, pour raconter mes actes. Il n'y a pas de mérite à faire son devoir, quand on y trouve tant d'âpres joies. Encore une fois, ce n'est pas de la copie que je fabrique.
c'est mon chagrin que je laisse parler, bien ou mal, comme il vient. Mais aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, l'anniversaire de sa mort, il ne manquera pas de gens pour proclamer l'égoïsme de Vallès, l'inhumanité de Vallès. Croyez-vous qu'il fut si égoïste, si cruel, si inhumain, celui qui était capable d'inspirer cette passion de tendresse maternelle ou filiale, celui dont on garde le souvenir comme une religion? C'est à propos du droit à l'avortement. Elle écrit un article à propos d'une affaire qui a fait scandale. Et cette affaire est la suivante. Jeanne de Jonquière, l'épouse d'un officier de marine, s'étant trouvée enceinte de Fouroux, le maire républicain de Toulon, avec qui elle avait une liaison, s'est fait avorter. Avec son amant, elle est allée en barque jeter le fœtus à la mer. L'affaire a fait scandale. La jeune femme sera condamnée à 2 ans de prison et son complice à 5 ans. Voilà ce qu'écrit Séverine. J'ai pris des extraits de son article. L'avortement, je voudrais bien qu'on me dise d'abord où et quand il commence. Et à quel moment est-il légal? À quel moment ne l'est-il pas? Dès qu'un être a été lâché sur la terre, si petit, si frêle, si touchant dans sa laideur et dans sa faiblesse, dès qu'il a vagi son premier cri, agité ses menottes, dénoué ses petons, il vit, il est sacré. Avant, il y a une femme, et rien qu'une femme. Vous m'entendez bien? Cela est si juste qu'en cas d'accouchement difficile, les médecins n'hésitent pas. Ils sauvent la mère et laissent l'enfant dans le néant. On les étonnerait rudement en les traitant d'avorteurs. Mais la repopulation, disent les économistes, la repopulation, misérable hypocrite, qu'a-t-elle à voir là-dedans? Et comment osez-vous prononcer ce mot? La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles, les tiolets de 10, 12 moutards qui, dans notre état social, ne trouveraient ni de quoi se nourrir, ni de quoi se loger? Lorsque les hommes ont placé l'honneur des hommes sous le cotillon des femmes, ils auraient dû songer en même temps à ne pas imputer de crime, à ne pas frapper de châtiment tout acte commis par la femme pour sauvegarder l'apparence de cet homme-là, de cet honneur-là. Le contraire est illogique et cruel. Puis après tout, je le répète, elles risquent leur vie et celles qui refusent la maternité accrochée à leurs entrailles, et le danger anoblit la pire des actions. Cette chair qui a péché, la pécheresse l'offre à la tombe. Elle sait qu'elle peut mourir, elle sait qu'elle peut dépérir à jamais, perdre sa beauté, sa santé, sa force. Et le mobile qui la fait agir est plus puissant que la révolte de son épouvante. Si vous avez des pierres dans votre jardin, jetez-les lui, moi pas. Voyez-vous, l'avortement est un malheur, une fatalité, pas un crime. Descente aux enfers, Saint-Étienne, 1er août. Il est 7 heures. Le réveilleur de l'hôtel exécute contre ma porte un roulement bien senti. Il a l'air de faire une sommation. Madame, faut se lever, il est temps. Il est temps en effet, car à 9 heures précises, je dois être là-haut, à Villebeuf, pour descendre dans la mine. Je serai la première Parisienne qui, depuis l'exploitation existe, aura fait le voyage. Je pense à tout cela en m'habillant, tant bien que mal, plutôt mal que bien, car on m'a prévenu qu'il faudrait, avant de prendre place dans la cage, revêtir le costume des mineurs. Et ma foi, j'ai un joli trac, non pas du danger, mais de cette horreur de l'ombre qui m'a empêché de visiter les catacombes.
Je suis bien de ma race, amoureuse de l'air et du soleil, capable de bravoure si la lumière rit dans les feuilles, beaucoup moins faraude si la nuit a éteint la lune. J'ai franchement peur. Je n'ai que le courage du libre espace sous la libre clarté. Mais quand on porte mon nom et qu'on vient défendre les pauvres, on n'a pas le droit d'être lâche, même nerveusement. Je campe mon chapeau sur ma tête du geste héroïque de Jason. Je pars un peu comme lui à la conquête de la toison. Si mon récit intéresse les lecteurs, ils donneront davantage. En route, donc. Nous voici à Villebeuf. La catastrophe est présente dans les moindres détails. Ce sont des bouts de peau humaine, des paquets de sang coagulés. C'est la suppuration des blessures et la graisse qu'on y a appliquée qui roule. Tout cela est d'ailleurs essouillé de boue cendreuse. J'entre dans une pièce. Sur une chaise est mon futur costume, une culotte de toile bleue, une cotte idem, une chemise d'homme grise et blanche en cotonnade de Vichy, un petit serre-tête d'étoffe violacée et un chapeau de feutre bas, au bord rabattu comme un capello, de bandit calabrais. Aux pieds, j'ai de vieilles chaussures, sans talons, et je dois, à l'obligeance de la directrice de l'hôtel, mes bottines de parigotte m'auraient laissé en route sur le terrain rugueux et rocailleux des galeries. En un tour de main, la métamorphose est faite. Il ne reste de moi qu'un garnement un peu dodu. Du monde dans la cour, des femmes aux paupières ourlées de rouge, par les larmes qui me serrent la main, sans me connaître et sans dire mot. Elles qui ont perdu de la mine, cette mine qui les a fait orphelines, qui les a fait veuves, qui leur a pris leurs frères, leurs fils, leur soutien. Une terreur presque religieuse se font de mon acte une idée surhumaine. Nous attendons derrière la recette, la remontée de la cage. Sur des tréteaux, encore 4 cercueils ouverts. C'est dans cette même cage que nous allons descendre. Et la cage plonge, tombe plutôt, avec une rapidité vertigineuse. Au revoir, disent les femmes avec le grand signe de croix qui salue les trépassés. Un vacarme effroyable nous assourdit. Elle est affreuse, cette descente, qui dure 6 éternelles minutes, 1 minute par 100 mètres, un choc violent. Nous sommes arrivés. On peut marcher debout au milieu de la galerie, mais sur les côtés, il faut s'incliner pour ne pas se cogner. Un faux pas, c'est moi qui l'ai fait. Non. Sur la gauche, un battant de porte énorme, J, défoncé. C'est l'exploitation qu'il a décroché de ses gonds et lancé jusqu'ici comme un jouet disloqué. On va continuer. L'atmosphère s'alourdit, le plafond... L'atmosphère s'alourdit, le plafond s'abaisse, de plus en plus. Gare aux têtes, crie l'ingénieur. Gare aux jambes. Le sol, en effet, est jonché de débris de toutes espèces, éclats de bois, poutres, outils de travail, et je le sens qui s'amollit. Avec cela, on glisse sur les rails. C'est un faux pas, c'est moi qui l'ai fait, et j'ai de l'eau par-dessus les chevilles. Il nous faut reculer sur cette pente. Il nous faut reculer sur cette pente. La boue nous monterait aux genoux. Des hommes y triment pourtant les pattes ankylosées dans l'humidité jusqu'à la ceinture, faisant provision d'infirmité pour le jour où la mine, ne voulant plus d'eux, il leur faudra crever de faim. Leurs faces noires comme la muraille se confondent avec elle, et il semble que ces murs aient des yeux très doux, pleins de résignation et de désespérance. Nous quittons le dessous pour monter à la galerie supérieure. Ça va être dur, madame, observe doucement monsieur Laporte, l'ingénieur. Je sais bien que ça va être dur, mais puisque j'ai voulu descendre dans la mine, je veux tout voir. Un escarpement de grenailles charbonneuses qu'il faut gravir en rampant sur le ventre, tant le plafond est près du sol. Un chemin de taupe où l'on perd l'haleine, la vue, l'ouïe, tant il vous entre de poussière subtile dans les poumons, dans les yeux, dans les oreilles. C'est atrocement douloureux. La sueur nous ruisselle des tempes, les habits se collent à la peau, comme trempés d'eau bouillante, et la température soudaine devient ardente, intenable. 40 degrés minimum. Ça, on ne l'a pas dit avant, juste que ça commence, c'est la descente dans la mine
après la catastrophe et tous les morts qu'il y a eu, la descente de Séverine qui veut faire son truc d'investigation. Attends, je prends le texte. Du 1er au 20 août. Oui. Le 1er mai 1891, des ouvriers manifestent à Fourmies. L'armée ouvre le feu, causant la mort de 9 personnes, dont 2 enfants, et faisant de nombreux blessés. Quelques jours plus tard, un journaliste du Temps révèle les mœurs fort légères de certaines des femmes qui ont trouvé la mort. Le sang de Séverine ne fait qu'un tour. Non seulement il s'attaque à des travailleuses, mais il leur refuse l'égalité, même outre-tombe. Par la suite, Séverine reviendra dans de nombreux articles sur la tuerie de Fourmies, qu'elle considère comme l'une des plus terribles hontes de la Troisième République. Les mots de Séverine. Je voudrais bien n'être désagréable à personne, mais vrai, je me demande où il avait la tête, le rédacteur, assez mal avisé pour offrir aux braves gens qu'a désolé la fusillade de Fourmies cette consolation. Au premier rang, et parmi les morts, il y avait, on peut bien le dire maintenant, des femmes de mœurs bien légères. J'ai rarement lu quelque chose de plus odieux, y compris la fameuse phrase de M. Dumas fils sur les malheureuses fusillées sans jugement au hasard de la répression en 1871. Femelles, disait-il alors, délicatement, desquelles il préférait ne point parler, par respect pour les honnêtes femmes auxquelles elles ressemblent quand elles sont mortes. Il ramasse des cadavres, des trépassés sur les champs de massacre, et avant de se lamenter sur leur compte, les envoie à la visite au dispensaire pour établir quelle fut leur moralité. Celle-là était vierge? Ah, quel malheur! Celle-ci avait fauté, bon débarras. Et l'on fait 2 lots, celui des défuntes respectables et celui des défuntes non à respecter. Sur les unes, le temps pleure, sur les autres, je préfère ne pas dire ce qu'il fait. Pauvre d'elle, j'ai eu la curiosité de la relire, la funeste liste, et de revoir quel était l'âge de ces invétérées pécheresses. Maria Blondeau avait 15 ans. Une balle arriva qui, d'après le mot d'un témoin, lui détacha le sommet du crâne comme un couvercle de bouilloire. Ernestine Dio, elle, qui a reçu 4 projectiles dans le corps, dont un lui enleva aussi une partie de la tête, dont l'autre lui enfonça un œil, avait 19 ans. Pour celle-là, non plus, notre confrère ne pourrait décemment avoir aucune compassion. Elle laisse un enfant en bas âge. Louise Hublé, 2 balles, 21 ans. Félicie Pennelier, 1 balle, 17 ans. Enterrée en même temps que les précédentes. Valent-elles ou ne valent-elles pas le regret, d'après la théorie austère du temps? Je l'ignore. Le même tri est à faire sans doute pour les pauvres moutards de 11 ans, 12 ans, 13 ans que l'on ramassait sur la place de l'église comme des chats noyés sur les berges. Avait-il ou n'avait-il pas la tâche originelle? Le maire avait-il ou n'avait-il point présidé aux accouplements d'où ils naquirent, ces petits? Je demeure stupéfié devant ce raisonnement, et tout le bon sens de la race, toute la féminine pitié, toute l'indulgence meurtrie dont j'ai le cœur plein, proteste et s'indigne en moi contre cette monstrueuse théorie. La vie est un champ de bataille comme un autre, où ceux, surtout qui se réclament de la tradition républicaine, devraient relever les blessés, pêle-mêle, sans s'inquiéter de leurs antécédents, avant que la blessure les sacrât victimes. Super. Bravo. Merci à vous d'avoir merci beaucoup. Merci de cette lecture. Il y a des choses si désuètes parfois et si percutantes dans son style, tellement concrètes à des moments et puis d'autres plus complexes. C'est magnifique. Alors, Marie-France, si vous voulez venir, on va poser, s'il y a 2-3 questions, on va poser 2-3 questions à Marie-France, même
Je pense que son exposé était en soi un parcours dans la vie de Séverine absolument extraordinaire, mais peut-être Merci. Merci. a-t-on besoin de compléments. Peut-être. Tout ça est enregistré, ce qui est merveilleux, parce que souvent les conférences s'envolent. Et ça coûte un effort énorme aux conférenciers d'écrire ce qu'ils ont été capables de développer à l'oral. Je sais comment ça se passe, donc merci Christian. Quelles questions y aurait-il? Allez-y. Moi j'avais une question, c'était la succession, puisqu'elle a eu 2 garçons, Oui. Louis et Roland. Donc que sont-ils devenus Alors, ils ont été élevés, donc le premier, Louis, a été élevé par ses grands-parents paternels, comme c'était la loi. Donc en partant, Alors, comme c'était la loi, et d'autre part, il faut bien le dire, Séverine n'avait pas la fibre maternelle. Oui, elle s'en est pas beaucoup occupée. Non, s'en est pas occupée. Bon, le second, J'imagine. Louis, alors, le premier a revu sa mère, et les filles et les petites filles ont connu leur grand-mère Séverine. Hein, elle les a reçues à Pierrefonds. En revanche, le second, Roland, fils d'Adrien Guébard, a considéré, donc a été élevé par ses grands-parents, sa grand-mère paternelle, et a considéré qu'il avait été abandonné et donc n'a pas souhaité revoir sa mère. Voilà. Ah oui, c'est une succession. Voilà. Donc, mais Séverine a connu ses petites filles, a connu ses enfants, enfin ses petits-enfants, ses petites-filles, parce qu'en fait, elle a eu des petites-filles qui ont séjourné chez elle à Pierrefonds, hein, cette propriété qu'elle avait achetée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Mais, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas, encore une fois, de faire de Séverine un personnage toute de qualité, etc. C'est un personnage extrêmement complexe. Hein, et je pense qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a écrit dans le journal de Drummond, La Libre Parole, hein, ce qui fait que par moments, son nom a été associé à l'antisémitisme. Bon, après, les choses ont été rétablies, mais vous voyez, cette conception qu'elle avait de sa totale liberté lui a parfois joué des tours, notamment pour ce qui concerne cette histoire. Justement, moi j'ai une question qui va dans le même sens. C'est un personnage extraordinaire que vous nous avez décrit avec ses contradictions dans un 19e siècle. Oui. Il ne faut pas faire d'anachronisme, hein, si vous lisez ce qui se passait par exemple avec les nourrices et les enfants, les femmes, y compris la bourgeoisie, abandonnaient leurs enfants à la nourrice pendant des années. C'était un style, lisez l'amour en plus d'Elisabeth Badinter, et vous verrez que l'amour maternel, c'est une création récente. Mais donc, moi je trouve ça intéressant. J'aimerais votre avis, ton avis, enfin je dis vous pour l'arrêt, sur un épisode de Séverine que j'ai découvert, qui est celui où elle a soutenu le général Boulanger. Oui. Qui est le général Boulanger? C'est un général nationaliste, populiste, on dirait aujourd'hui, dont Le Pen, par exemple, se revendique. C'est lui qui a créé la formule « je suis économiquement libéral et socialement socialiste », enfin un truc dans ce genre, je n'ai pas la formule en tête. Et il se trouve que j'ai lu, je ne sais pas, que Séverine avait soutenu le général Boulanger, ce qui est un truc absolument incroyable, mais ça fait partie de Séverine, je dirais. Voilà. Alors, mais j'aimerais ton analyse. Mon analyse, simplement ce qu'elle a écrit, effectivement, elle a été, je crois, comme d'autres d'ailleurs, à un moment, là il faudrait reprendre tout le contexte historique pour comprendre. Elle a été effectivement séduite par ce personnage haut en couleur, dont elle pensait justement qu'il pouvait apporter un certain nombre de choses à la République, même si effectivement, en fait, Boulanger défendait une sorte de populisme, on pourrait dire une sorte de populisme. Bon, mais
ce qui est très intéressant chez Séverine, c'est qu'elle reconnaît ses erreurs. Ah, elle a reconnu. Ah oui, oui, oui. Elle a reconnu ses erreurs. Elle a écrit des articles, d'ailleurs, ou que je pourrais te transmettre. Je ne les ai pas ici, hein, où justement elle montre qu'elle s'est trompée. Elle affirme qu'elle s'est trompée. De même que, concernant ces prises de position très virulentes contre le droit de vote, hein, vous avez vu ce que j'ai lu, député zéro, enfin bon, etc., etc., elle a fini par considérer que l'acquisition du droit de vote pour les femmes était quelque chose de tout à fait important. Donc je pense que c'est une femme qui a cette qualité qui est l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle. Ça risque de se remettre en question. Oui, absolument. L'honnêteté intellectuelle. Oui. Et c'est pas rien. Vous voyez, regardez concernant les mineurs, n'est-ce pas? Elle aurait pu écrire des tas d'articles sur la misère des mineurs, sous-payés, etc., etc. Bon, non, enfin, oui, elle en a écrit des articles, mais en même temps, elle découvre que c'est quand même un peu plus compliqué, hein, comme je l'ai dit, parce que les mineurs, finalement, acceptent de travailler dans des conditions d'insécurité, parce que sécuriser la mine, ça rapporte moins que d'extraire du charbon. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est important de considérer les choses sous cet angle-là. Voilà. Mais je t'apporterai une réponse plus précise concernant les relations avec le général Boulanger. Ça m'intéresse. Pourquoi? Ce n'est pas une question. Le général Boulanger, ce n'est pas une question pour incriminer Séverine. C'est parce que je vois tellement d'éléments qui se raccrochent à notre situation actuelle et à la modernité dans l'exposé que tu as fait. Je dirais, par exemple, qu'elle est une lanceuse d'alerte. Oui. Que cette manière d'écrire sous plusieurs noms, on pourrait dire qu'elle était hétéronyme, comme on le dit à certaines époques. Elle a un nez social, si j'ose dire. Et je constate, moi, que dans cette fuite d'un certain nombre de socialistes et de communistes vers le Front National, qui sont séduits par des thèses nationalistes, souverainistes, il y a des gens très bien, il y a des gens étonnants. Et je me dis toujours, comment changer? Comment les changer? Comment les convaincre? Comment faire le chemin? Et quand je vois que des gens comme Séverine ont fait ce chemin un petit peu aller-retour, je me dis, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ce qu'elle a vécu, pourquoi elle y est allée, comment elle est revenue. C'est ça ma question. C'est pas du tout pour incriminer Séverine, c'est pour en tirer des conclusions. Parce que c'était une période, moi je connais un peu l'histoire de la fin du 19e siècle, c'était une période très dangereuse, la période du général Boulanger. Oui. Juliette, tu voulais dire? Non, j'allais dans le sens de ce questionnement. Mais on a quand même des exemples de l'histoire où des gens qui ont rêvé, qui ont mis des années à reconnaître que le stalinisme était un drame absolu, ils l'ont quand même fait, de dire ça fait pendant 20 ans j'y ai cru et j'ai cru à l'envers, quoi. Oui. Même les gens qu'on connaît, Montand, ces gens-là, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire machine arrière à des moments en la voient, en le reconnaissant et c'est intéressant cette réflexion. Oui, oui, oui. Il y a le propos idéal et la réalité, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Lanceuse d'alerte, comme vous avez dit, puis qui a soulevé aussi des problèmes de sécurité, et l'opéra et la mine, au-delà de parler des conditions, quoi. Ah oui, 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 non, mais c'est pour ça que je dis qu'elle est l'une des pionnières. Vous voyez, je fais attention à ce que je ne dis pas là, mais l'une des pionnières du journalisme d'investigation, en prenant des risques, attention. Hein, il faut voir un peu, bon là on n'a pas pris le texte, mais quand elle va sur les décombres de l'opéra comique, hein, comme je l'ai un petit peu suggéré tout à l'heure, tout est branlant. Hein. Si elle pose son pied là, paf, la plante, ça descend, l'ingénieur d'ailleurs il veut l'arrêter. Il lui dit, madame, non, on ne va pas aller plus loin. Hein. Si, on va aller jusqu'au bout. Et le bout, qu'est-ce que c'est? Ce sont les portes. Ce sont les portes fermées, devant lesquelles des gens se sont collés, hein, ont fondu
posons des mots sur la réalité, parce que ces portes étaient fermées. D'où? Qui a fermé les portes? Qui a laissé les portes fermées? Qui est l'assassin? Il faut voir quand même cet article. Qui a jeté les masques qu'on avait accumulés pendant la grippe au moment où la pandémie est arrivée? Qui? Qui? On avait des milliers de masques dans les caves. Des millions même. Oui. Qui a jeté les masques? Ça me fait penser à ça. Bon, écoutez, je crois qu'on va lever la séance. Je voulais vous dire une chose, c'est qu'on va prolonger l'exposé de Marie-France par une mise en ligne, si elle nous autorise, bien entendu, de sa conférence. Par ailleurs, on va sûrement recommencer l'an prochain autour d'une exposition sur la Grande Séverine, accompagnée par un développement de type théâtral, de mise en scène, au-delà de la lecture des textes. Donc il y aura sûrement l'an prochain une qui se tiendra ici. L'exposition, on est capable de la faire là-haut, de la faire là. Mais j'aimerais, puisqu'on a une intellectuelle historienne qui travaille sur de très nombreux sujets contemporains, d'autres, j'aimerais vous dire qu'il est apparu un nouveau sujet que j'ai envie d'explorer avec vous. Il est paru un livre récemment qui s'appelle « Les parias ». Ce livre, il raconte l'histoire d'une tribu de juifs exilés entre 1933 et 1945 dans le 15e arrondissement, là où on travaille, rue Dombasle, rue Brancion, là où il y a le centre mixage, qui sont Hannah Arendt, Walter Benjamin, Gunther Anders, etc. Et ce livre raconte une histoire oubliée où ils vivaient tous. Le père de Cohn-Bendit, Eric Cohn-Bendit, vivait là. Gabi et Danny ont grandi là. Dans ce petit quartier, qui est le quartier sur lequel on travaille, on fait exhumer la mémoire de Juliette d'Arles, de Vallès, etc. Je voudrais faire une exposition qui touche aux questions de l'antisémitisme, justement, et de comment cette tribu a résisté à l'affaire, comment elle s'est comportée. Donc, je vous incite à lire le livre « Les parias » si vous avez le courage, mais je vais sûrement engager un travail là-dessus. Et je me dis que Marie-France, peut-être, elle a dans ses tiroirs quelque chose. Donc, voilà, parce qu'elle a tellement de choses dans ses tiroirs. Oui, j'ai des choses. Bon, après, il faut les organiser, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, moi, je suis en train de travailler sur les hussardes noirs de la République, c'est-à-dire ces femmes, alors là, dont on ignore le nom, qui ont œuvré au début, justement, de la Troisième République pour promouvoir une école primaire. D'ailleurs, il s'agit plutôt ce sont des institutrices d'écoles primaires qui ont fait un travail absolument considérable et qui ont posé, pour l'instant je suis dans le travail de recherche, mais qui ont posé des questions extrêmement contemporaines. Par exemple, j'ai lu un certain nombre de documents, les unes sont pour une laïcité tolérante, si je puis dire, et d'autres sont dans le laïcisme le plus exacerbé. Vous voyez ? Bon. Concernant aussi la représentation de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant en ce milieu du XIXe siècle? Bon, etc., etc. Quelle conception de l'enseignement? Non pas un enseignement théorique, vous voyez, mais un enseignement fondé sur, comment dirais-je, des choses concrètes. Enfin bon, plein de sujets, si vous voulez, qui seront repris ultérieurement. Et moi, j'ai envie, justement, de faire entendre la parole, enfin, en tout cas, de parler des travaux de ces femmes qui sont absolument tombées dans l'oubli. Voilà. Bon. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir du côté de ce que tu dis. Oui, si tu vois quelque chose. Bon, ben écoutez, merci.